Donc bonjour tout le monde. Donc cette vidéo-là va être plus courte que la vidéo précédente parce qu'il n'y a pas besoin de représenter les choses. Parce que tout a été déjà dit, on va pas. Donc on va on va on va aborder la 14e vidéo de la série YouTubepedia. Et aujourd'hui on va parler du 33e du classement des corps célestes. Et on va parler aujourd'hui de Mimas. Alors je vais l'écrire, tiens, je vais profiter du tableau. Mimas. Alors simplement, imaginez une balle de golf. Vous voyez comment c'est une balle de golf. Vous la grossissez plusieurs fois pour que ça fasse une espèce de corps céleste. Et vous avez Mimas. Mimas, en fait, ouais, ça ressemble à une grosse balle de golf. Avec beaucoup de porosité. Bon, ça c'est l'image que j'ai sous les yeux, hein. J'essaie de décrire l'engin. Enfin, j'essaie de décrire le Mimas. Alors, une nouvelle fois, on va parler d'une lune. Et à savoir que on va commencer à voir les corps célestes qui sont de forme sphérique. Donc là, bon, là, ce que moi je vois sous les yeux me fait penser à une balle de golf. Bon, une balle de golf qui aurait un certain âge. Donc, bah, justement, bah, on va développer ça. Et ça sera encore Saturne qui sera à l'honneur. Mimas est un satellite naturel de Saturne découvert en 1789 par William Herschel. Il tire son nom de Mimas, qui en fait est un géant de la mythologie grecque. Mimas est le satellite sphéroïde parmi 6 autres, le plus près de Saturne, mais aussi le plus petit. Son diamètre varie de 382 à 418 km. Les 7 autres petits satellites connus, situés entre son orbite et la surface de la planète géante, ont tous un diamètre inférieur à 200 km, autrement dit, d'une masse trop faible pour assurer une forme sphérique de cohésion. La faible densité de mi-masse, qui est de 1,17, laisse à penser qu'il est principalement constitué de glace d'eau avec une petite proportion de roche. Sa masse fut calculée par Hermann Struve grâce à l'effet de résonance avec Tétis qui induit des oscillations dans les longitudes de ces deux satellites. Le rapport de celle-ci est proportionnel au rapport des masses. Alors, on va parler du cratère d'Herschel. La première chose que l'on remarque sur Mimas est l'énorme cratère d'impact de 130 km de diamètre qui porte le nom du découvreur de Mimas, Herschel. Ses flancs ont environ 5 km de haut. On y rencontre des gouffres de 10 km de profondeur et un pic central qui s'élève de 6 km au-dessus du plancher du cratère. Ces caractéristiques en font un exemple quasi parfait de cratère d'impact. Un cratère équivalent sur Terre n'aurait pas moins de 4 km de diamètre,
soit plus grand que le Canada ou l'Europe entière. Le choc qui a produit ce cratère a manqué de peu de détruire totalement Mimas. La Lune en est fracturée jusqu'à la face opposée au point d'impact, probablement à cause de l'onde de choc qui a dû traverser complètement le corps. Ce choc cataclysmique est sans doute à l'origine du diamètre très hétérogène de Mimas, qui varie de 382 à 418 km, ce dernier étant 9,4 fois supérieur à son plus petit diamètre. Mimas est l'un des plus petits corps sphéroïdes du système solaire. Cela peut laisser supposer que des corps de masse inférieure manqueraient, lors de leur formation, de force de cohésion pour former un sphéroïde de faible viscosité avant de se refroidir et de se solidifier. En gros, tout ce qui est plus petit que mi-masse, ça serait plutôt, comme je le dis, des grosses caillasses. Là, on commence vraiment à avoir une belle petite forme, un petit peu comme une balle de golf. Bon, peut-être un petit peu avec des irrégularités, bien sûr. Par ailleurs, la surface de Mimas est presque totalement saturée de cratères de plus petite dimension. Mais la répartition en est très hétérogène. On trouve un peu partout des cratères de plus de 40 km de diamètre, sauf dans la région du pôle sud, où aucun ne dépasse les 20 km. Les astronomes supposent qu'un phénomène encore à décrire a dû y effacer plutôt les cratères plus importants. L'influence gravitationnelle de Mimas. Ah oui, en fait, comme c'est une lecture, j'annonce les titres. Alors nous allons parler de l'influence gravitationnelle de Mimas. C'est mieux de dire comme ça. Le rôle gravitationnel de Mimas au sein du système saturnien n'est pas négligeable. Ainsi, l'orbite du satellite, se trouvant en résonance avec la division de Cassini, qui était en fait un espace large de 4 km situé entre les anneaux A et B de Saturne, les passages successifs de Mimas maintiendraient la faible densité de particules dans la division de Cassini, qui, contrairement à d'autres divisions plus étroites des anneaux, n'est pas vide de matière. Mimas, par résonance également, maintiendrait la cohésion de l'anneau diffus G qui se situe juste à l'intérieur de son orbite. Alors maintenant, on va parler de toponymie. Mis à part le cratère géant Herschel, qui porte le nom du découvreur de Mimas, la nomenclature de ce petit corps s'inspire du cycle breton et anglo-normand des chevaliers de la table ronde. On y trouve ainsi Morgane, Boris, Mordred, Bédiver, Merlin, Uther, Ygraine, Gauvin, Galahad, Kay, Lancelot, Guinevere, et Tristan et Iseux. Alors, maintenant on va parler de la température. En mars 2010, la NASA publie sur le site de la mission Cassini des images présentant la température à la surface de Mimas. La distribution obtenue diffère sensiblement de celle qui était attendue, diminuant graduellement en s'éloignant de l'équateur, avec des limites distinctes formant une image proche d'un Pac-Man gobant une Pac-Gomme, c'est-à-dire le cratère Herschel. Bon, Pac-Man, je pense que vous connaissez le jeu vidéo. Les plus vieux d'entre nous savent
Pac-Man. La température moyenne de la partie chaude approche 92 K. Alors 92 K, c'est-à-dire environ moins 181 degrés. Alors que la température de la partie froide serait aux alentours de 77 K, c'est-à-dire moins 196 degrés Celsius. Bon, vous imaginez que, que c'est très froid. Alors, ils expliquent ces variations de température par la présence de matériaux de conductivité thermique différentes. La partie froide de la surface serait composée de matériaux de conductivité supérieure absorbant l'énergie du soleil en direction des couches inférieures au lieu de chauffer la surface elle-même. Toutefois, les variations de conductivité à la surface de mi-masse restent mystérieuses. Alors maintenant, on va parler du mouvement et de la structure de mi-masse. Alors, petite précision, les informations que je vais donner proviennent du site Science Mag. Voilà, ça vient de Science Mag. Bon, en fait, ça vient de Wikipédia. Oui, je dois citer mes sources. Sachez que la source est Wikipédia. Mais la partie que l'on va aborder, ça vient de Science Mag. Mi-masse est en rotation synchrone autour de Saturne. Mais à ce mouvement moyen se superposent des oscillations appelées des librations. Les fréquences de ces oscillations sont celles du forçage orbital agissant sur mi-masse. Notamment, on y trouve les librations diurnes, dont la période qui fait à peu près 0,942 jours, et celle du mouvement orbital de mi-masse autour de Saturne et ses harmoniques, ainsi que des oscillations à plus longue période dues aux perturbations gravitationnelles des autres satellites orbitant autour de Saturne. Bon, c'est un peu technique, on est d'accord. L'amplitude des librations diurnes est 2 fois plus importante que prévu. Autrement dit, si mi-masse avait été le mélange de glace et de roche à l'équilibre hydrostatique anticipé par la communauté scientifique. Ceci permet de poser 2 hypothèses quant à sa structure interne. Première hypothèse, il s'agit d'un noyau de roche de forme allongée sous le manteau de glace de mi-masse, ou alors il y a un océan interne caché entre sa surface et son noyau. Alors maintenant, on va parler de mi-masse dans la culture populaire. En raison de la présence du cratère Herschel, la ressemblance entre mi-masse et l'étoile noire du film Star Wars a souvent été pointée. Cette similarité est fortement et purement fortuite. En effet, dans l'épisode 4 qui s'appelle Un nouvel espoir, il faut savoir que l'épisode 4 qui s'appelle Un nouvel espoir est sorti 3 ans avant que la sonde Voyager 1 permette l'obtention d'images assez précises du satellite. Donc en fait, il n'y a pas du tout de similarité puisque quand Star Wars, l'épisode 4, a été tourné, on ne savait pas à quoi allait ressembler la planète mi-masse. Bon, voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le Star Wars, voir l'épisode 4. Donc, c'est la fameuse étoile noire. Et ben voilà, c'est terminé. Donc, il n'y aura pas de montage sur cette vidéo-là. Bon, le montage aurait été très simple. Ouais, ça n'aurait pas été un montage. Mais il n'y a pas de montage pour l'instant. Je verrai par la suite.
Donc demain, ce que je vais faire, comme je l'ai annoncé, je vais tester le logiciel Filmorama en ce qui concerne le comment la- l'enregistrement d'une narration. Donc si ça fait pareil un son hyper bas, bah, on sera malheureusement obligé de passer par un montage. Voilà, on n'aura pas le choix. C'est dommage parce que mon idée d'enregistrer une narration était, à mon sens, une très bonne idée. Mais bon, quand ça marche pas, ça marche pas, hein. On peut pas. Voilà, on est obligé de le faire avec les problèmes techniques. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard avec une prochaine vidéo qui sera très certainement une vidéo de polonais. Parce que ma chaîne, je pense que ce sont les vidéos de polonais qui fonctionnent pour l'instant le mieux. Donc, si on compare, la plupart des abonnés qui sont sur ma chaîne le sont parce qu'il y a les vidéos de polonais. Allez, ciao, à plus. Merci de m'avoir écouté.